Ce qui va être important, c'est en cas de contrôle de pouvoir démontrer qu'on a essayé de mettre tout en place pour éviter cette pénurie. Donc on a mis en place les outils, on a mis en place les mécanismes de communication, les mécanismes de contrôle. Donc on a fait tout notre possible pour que ces situations ne se produisent pas et quelque part, on a des événements qui sont difficiles à combattre, qui amènent à cette pénurie, ou en tout cas on n'est pas responsable de ce qui arrive. La doctrine de la NSM sur les sanctions n'est pas très développée aujourd'hui. Par contre, ce qu'on a pu observer, c'est que les contrôles qui ont été menés en 2024, ces contrôles ont donné lieu à des sanctions, mais tous les contrôles n'ont pas donné lieu à des sanctions, y compris les contrôles dans lesquels on a observé un défaut de stock. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des laboratoires qui ont été en mesure d'expliquer des situations et qui ont convaincu la NSM qu'ils étaient dans une situation qui ne justifiait pas une sanction. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharma Minds Insight pour décoder un sujet technique du secteur. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les ruptures de stock, un sujet très chaud dans la pharma. Et je suis avec François Daubat de chez BCTG Avocats. Bonjour François. Bonjour Nathalie, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Donc le sujet des ruptures de stock, on va l'aborder du côté légal, du côté des laboratoires. Parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup d'acteurs, qui est complexe. On a le ministère de la Santé, la NSM, le LEM, les laboratoires qui se sont mis d'accord pour organiser, pour faire des communications alignées. Et en même temps, on a une loi qui s'est durcie pour imposer des stocks de 4 mois aux laboratoires sur des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. On a eu aussi, depuis septembre 2024, les premières amendes qui sont tombées, qui vont de 50 000 € à 1 million et qui visent à sanctionner en fait, les laboratoires qui n'ont pas respecté ces obligations de stock. Donc, je vous propose de regarder ensemble comment on peut lire ça d'un point de vue légal pour que ces acteurs non seulement respectent la loi, mais aussi proposent ces traitements aux patients, mais il y a aussi des enjeux de réputation, des enjeux de relation avec les hôpitaux, des enjeux tout simplement commerciaux, de part de marché. Aujourd'hui, je vous propose de prendre l'angle des laboratoires. Alors, je pense que l'angle principal, c'est l'angle des laboratoires. C'est eux qui sont les premiers concernés aujourd'hui. Mais on va le voir, en fait, déjà, on a des réglementations qui vont sans doute évoluer, qui vont amener à une responsabilité plus large des différents maillons de la chaîne de fabrication et de la distribution. Et puis, on a de toute façon un besoin de sécurisation de toute la chaîne, en fait. Donc, tous les acteurs, que vous soyez un fournisseur de principes actifs, un fabricant, un laboratoire, un grossiste, quelque part, tous les acteurs sont concernés aujourd'hui par ces réglementations, cette obligation de disposer de stock minimum de sécurité pour les MITM. En fait, qu'est-ce que cette obligation de stock révèle de l'intention de l'État ? Alors, l'objectif de l'État, en fait, en imposant une obligation de stock minimum sur les MITM, c'est évidemment d'assurer un approvisionnement de ces produits auprès des patients, une sécurité, en fait, pour les patients français. Donc ça, c'est un objectif qui est très important pour l'État. C'est la raison pour laquelle, comme vous le mentionniez, on a eu en fin d'année 2024 plusieurs décisions de sanctions assez fortes qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont été beaucoup relayées, qui montrent que l'État prend ce sujet très à cœur et entend à ce que les laboratoires et l'ensemble des acteurs pharmaceutiques s'assurent que ces produits qui sont d'intérêt thérapeutique majeur soient disponibles pour les patients français. C'est un vrai enjeu pour eux. C'est un enjeu qu'ils rappellent à travers ces sanctions et qu'ils ont aussi rappelé il y a quelques années avec cette loi que vous évoquiez, où en fait on a plusieurs principes qui découlent de cette loi. Le premier principe, c'est qu'on demande aux laboratoires d'anticiper, c'est-à-dire que les laboratoires doivent créer des stocks. Alors, selon les produits, on peut avoir des stocks d'1 mois, de 2 mois, ça va jusqu'à 4 mois, en fait. Okay. C'est le volume maximum que l'on doit avoir. On a aussi des obligations d'avoir des plans de gestion des pénuries. Donc, c'est des choses qui doivent être mises en place pour anticiper ces sujets-là. On a ensuite une obligation, qu'on va dire, de réactivité, c'est-à-dire que le jour où on a des tensions, le jour où on anticipe un risque de pénurie, on a des obligations qui pèsent sur les laboratoires pour mettre en œuvre tous les moyens pour éviter que ces tensions ou ces risques amènent à une rupture effective des produits. On a des obligations de transparence qui pèsent aujourd'hui sur les laboratoires, c'est-à-dire que les laboratoires doivent communiquer avec les autorités, communiquer sur leur niveau de stock, communiquer lorsqu'il y a des tensions, des risques.
pour en informer les autorités, pour prévenir cela et pour organiser au maximum la gestion de ces risques. Donc ça, c'est important. Et puis associé à tout cela, on a évidemment des responsabilités, c'est-à-dire que les laboratoires qui ne respectent pas leurs obligations peuvent être à la fois sanctionnés par une amende. Ça, c'est les décisions qu'on a eues l'année dernière. Ouais. Et puis, il y a un autre levier qui existe aussi pour l'État, qui est de dire, en fait, si vous ne pouvez pas approvisionner, si vous n'avez pas les stocks, je peux vous obliger à aller importer des produits alternatifs pour les rendre à vos frais, pour les rendre disponibles pour les patients. Par exemple, un médicament qui est en tension au niveau mondial, où globalement, on sait qu'on ne va pas être capable d'arriver à servir tout le monde. Est-ce qu'il y a des réponses particulières à apporter ? À partir du moment où on a une pénurie, on a un risque de sanction. Alors, a priori, si c'était une pénurie mondiale, nos concurrents sont dans la même situation. Donc, les autres risques, on est tous soumis au même problème. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est que même face à une situation comme ça, on est quelque part dans une sorte de cas de force majeure, quelque part. Ce qui va être important, c'est en cas de contrôle, de pouvoir démontrer qu'on a essayé de mettre tout en place pour éviter cette pénurie. Donc, on a mis en place les outils, on a mis en place les mécanismes de communication, les mécanismes de contrôle, qu'on a fait tout notre possible pour que ces situations ne se produisent pas. Et quelque part, on a des événements qui sont difficiles à combattre, qui amènent à cette pénurie, ou en tout cas, on n'est pas responsable de ce qui arrive. Encore une fois, on n'a pas la doctrine de l'ANSM sur les sanctions n'est pas très développée aujourd'hui. Par contre, ce qu'on a pu observer, c'est que dans les contrôles qui ont été menés en 2024, ces contrôles ont donné lieu à des sanctions, mais tous les contrôles n'ont pas donné lieu à des sanctions, y compris les contrôles dans lesquels on a observé un défaut de stock. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des laboratoires qui ont été en mesure d'expliquer des situations et qui ont convaincu la NSM qu'ils étaient dans une situation qui ne justifiait pas une sanction. Ce que j'aimerais comprendre, c'est comment les laboratoires réagissent, enfin vos clients, laboratoires, réagissent à ces mesures. D'un côté, c'est de l'organisation, et puis ensuite, il y a des sanctions. Comment ils lisent les choses ? Alors, je pense que les laboratoires, ils ont conscience de l'importance de disposer de stocks de produits, et pas uniquement au motif qu'il y a une sanction qui est associée à un défaut de stock. Aujourd'hui, il y a des enjeux qui vont bien au-delà de ces sanctions. C'est ce que vous évoquiez en introduction. Ne pas avoir des stocks de produits, ça peut avoir des implications dans les relations, des implications en termes d'image de marque. C'est-à-dire que l'image de marque auprès des professionnels de santé, auprès des patients, si on n'est pas capable d'avoir une logistique fluide qu'il y a sur l'approvisionnement, c'est une mauvaise image, c'est une dégradation d'image. Et au contraire, le laboratoire qui va être capable d'assurer la disponibilité de ces produits, c'est un laboratoire dont on va avoir une bonne image, y compris dans les rapports avec les autorités de santé. On y reviendra sans doute plus tard, mais quand on va avoir des discussions sur le prix des médicaments, quand on va demander, si on demande des dérogations sur certains sujets, c'est sans doute plus facile, on est dans une position plus favorable quand on est laboratoire, si, à côté de cela, on respecte nos obligations de stock que si on ne les respecte pas. Vous allez avoir des enjeux aujourd'hui de concurrence aussi. C'est-à-dire que si mes produits ne sont pas en stock, ne sont pas disponibles, et que les produits de mon concurrent sont disponibles, il va prendre la place, je perds des parts de marché, etc. Et pareil, et en sujet très particulier, mais des hôpitaux, quand je remporte un appel d'offres hospitalier, j'ai une obligation de fournir l'hôpital. Si je ne le fournis pas, je m'expose à des sanctions, etc. aussi. Donc en fait, il y a plein d'enjeux qui vont même au-delà de l'obligation légale, qui font que les laboratoires, depuis plusieurs années, ont pris conscience en fait du sujet. Nous, ce qu'on observe chez nos clients, on observe plusieurs choses intéressantes. La première, c'est qu'on a la formation au sein des laboratoires d'équipes dédiées. C'est-à-dire qu'on recrute aujourd'hui des gens, on forme des équipes sur ces sujets-là pour être en mesure de traiter les sujets des stocks, qui sont des sujets qui sont très transversaux, puisque vous avez un sujet juridique, parce qu'il faut connaître le cadre, vous avez des sujets d'approvisionnement, vous avez des sujets réglementaires. Donc il y a des équipes qui sont formées à cela, qui vont être chargées d'échanger avec les autorités, d'apporter les éléments justificatifs, etc. Donc tout ça s'est développé ces dernières années au sein des laboratoires. On a aussi des laboratoires qui se questionnent, en fait, face à ces contraintes, qui se questionnent sur leur stratégie. Ouais. Comment je gère ma politique de contingentement aujourd'hui avec des produits sous tension? Ça, c'est des questions qui sont d'actualité. Nous, on est consultés depuis plusieurs mois sur ces sujets-là avec beaucoup d'acuité, notamment depuis la décision de sanction. C'est des vraies réflexions qu'ont les laboratoires sur lesquelles on est énormément consultés et qui montrent qu'il y a des enjeux stratégiques en fait, qui sont associés à la fois à la réglementation et puis aux décisions de sanction qu'on a pu voir.
Ok. Et qu'est-ce que vous leur recommandez, quelles bonnes pratiques vous leur recommandez de mettre en place? Alors, vous les conseillez sur les bonnes pratiques à mettre en amont dont vous parliez ou alors je pense que nous, les deux axes qui nous semblent, sur lesquels il nous semble intéressant de travailler, en tout cas, il y a un axe qui est de gestion des stocks et puis il y a un axe juridique. Sur l'axe de gestion des stocks, qui nous semble intéressant, c'est d'avoir conscience qu'aujourd'hui, on a des acteurs, dans la logistique notamment, et certaines startups qui ont développé des outils digitaux qui peuvent aider les laboratoires à mieux gérer leur stock, à mieux gérer leurs obligations de Oui, stockage. parce qu'on entendait un reportage, par exemple, récemment, qui expliquait que même la NSM n'est pas capable de savoir où sont les boîtes et de retrouver en fait les stocks. Donc aujourd'hui, vous avez des outils qui sont développés, qui existent. Vous avez des outils, par exemple, avec des puces RFID. Vous pouvez avoir des outils de blockchain où vous pouvez marquer vos boîtes de médicaments et savoir exactement en temps réel où elles se trouvent, auprès de quel acteur. Et là, on a des informations qui sont de qualité, qui sont précises. Ça, ce sont des outils qui se développent aujourd'hui, qui sont intéressants. On a aussi des outils d'intelligence artificielle. Être capable de prévoir, d'anticiper en fait des besoins de marché. Des demandes, ouais. Des demandes, exactement. Et face à cette demande qu'on a pu prévoir un petit peu plus en avance, ça permet d'organiser vis-à-vis de ses fournisseurs une augmentation de la cadence de fabrication, par exemple. Donc ça, c'est des outils aujourd'hui qui commencent à arriver sur le marché. Et nous, on incite nos clients à aller voir ces outils, à regarder ce qui existe, parce qu'on pense que ça peut être... ça aura du poids, en fait. Ça aura du poids. Et ça peut vraiment les aider dans ce sens. Aujourd'hui, nous, on travaille par exemple avec une société qui s'appelle Checkpoint, qui a développé des puces RFID et qui sont utilisées pour tracer justement les médicaments. On travaille avec une petite start-up qui s'appelle Branding Block, pareil, qui permet aux marques de développer leurs outils de blockchain. Et ces outils de blockchain peuvent être tout à fait utilisés pour cette traçabilité des médicaments. Et ça peut aller, on peut aller du fabricant au laboratoire jusqu'au grossiste, à la pharmacie, même aux patients. Enfin, on peut aller assez loin grâce à ces outils. Et on pense que c'est des choses sur lesquelles les laboratoires, enfin tous les acteurs de la chaîne doivent travailler. Donc il y a tous ces outils qui permettent de tracer les boîtes. Et est-ce que vous les conseillez sur en fait, la répartition des stocks tampons? On disait, OK, où est-ce qu'on les met chez le grossiste ou est-ce que... Alors ça, c'est effectivement un des autres points de stratégie aujourd'hui. Je crois qu'il y a les stocks tampons, c'est une vraie réflexion de savoir... il faut les constituer sur ces médicaments-là. Ça fait partie de la stratégie d'essayer de s'assurer que l'on a des stocks tampons, qu'on les renouvelle régulièrement, qu'on a des stratégies aussi pour répondre en cas de hausse de la demande, pour pouvoir puiser dedans et puis les reconstituer rapidement. Il faut avoir des mécanismes pour ça. On a des laboratoires qui ont mis en place des stratégies aussi de double source. Ça, c'est pas propre au domaine pharmaceutique, mais c'est vraiment une réflexion que des laboratoires n'avaient pas forcément auparavant et qu'ils commencent à avoir en se disant que, effectivement, si une source est défaillante, parce qu'il y a un défaut de matière première, parce qu'il y a un problème sur une chaîne de fabrication, et j'ai une alternative qui me permet de faire face à mes obligations. Et en tout cas, toutes ces pratiques, que ce soit des outils de traçabilité, que ce soit des stocks tampons, que ce soit du double sourcing ou d'autres stratégies, ce qu'on pense aussi, c'est que ce sont des stratégies qui sont utiles pour deux raisons. La première, c'est qu'en cas de contrôle d'une autorité, si on est en défaut... Ça permet d'étayer un peu le dossier. D'étayer le dossier, de dire on a quand même mis en place des mécaniques, des stratégies, des outils pour éviter cela. T'es conscient. Et donc on pense que en cas de contrôle, ce sont des éléments qui seront pris en considération par les autorités. Et puis forcément, si on met ces outils-là en place et que nos concurrents ne les mettent pas en place, on peut anticiper qu'on ne sera pas les premiers. Voilà, on ne sera pas les premiers à être en tort. On ne sera pas les premiers à être en pénurie. Et donc, si on arrive à ne pas l'être en premier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer à approvisionner le marché, c'est-à-dire qu'on revient à notre sujet de départ, image de marque, capacité à reprendre des parts de marché, etc. Donc ça devient des enjeux stratégiques et économiques. Ok. Donc vous devez aller jusqu'à des choses très pratiques, très opérationnelles pour essayer d'encadrer, en fait, de préparer en fait, toute une chaîne, quoi. C'est ça qui nous semble intéressant. Et là-dessus, effectivement, on accompagne. Alors, c'est un peu l'autre aspect, c'est l'aspect de la contractualisation. C'est-à-dire que tous ces outils-là, ils nécessitent aussi qu'on contractualise entre les différents acteurs. Et donc là, on va pouvoir accompagner presque toute la chaîne, en fait, encore une fois, dans cette réflexion là juridique qui est que, au-delà des outils,
Mais du coup, c'est aussi, on en reparlera après, mais c'est aussi, je pense, faire peser moins de poids sur des petits acteurs qui n'ont peut-être pas les moyens. Je voulais juste, avant de terminer, parler de cette variété en fait, d'acteurs en fait, qui peuvent avoir des boîtes de médicaments entre les mains. On parlait de, justement, la technologie permet de voir ce qu'il y a chez eux. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour, justement, le fabricant sur qui tout pèse pour l'instant, enfin, le titulaire de l'AMM sur qui tout pèse pour l'instant, est-ce que c'est ça qui va... qui reste? Comment vous En fait, vous accompagnez en fait, le titulaire en ce moment? Ce type d'outil, il va permettre d'avoir une communication qui est presque automatique et qui dépend pas du partenaire, finalement. C'est des outils digitaux qui vont permettre de communiquer sur l'état des stocks, sur la traçabilité de la boîte, etc. Si on n'a pas ça aujourd'hui, ça veut dire qu'on dépend de la bonne volonté des uns et des autres ou des contrats, puisque ça, c'est par exemple des choses qu'on va avoir dans les contrats. Ou dans les contrats, on va prévoir des mécanismes, des obligations d'information. Je souhaite avoir une information précise et régulière sur tes niveaux de stock, sur chaque produit, etc. Mais on est dans une relation où on a contractuelle, où on a des actes positifs qui sont exécutés par chaque acteur. Avec les outils digitaux, on a une quasi-automaticité, en fait, qui est intéressante. Et surtout, avec certains outils, on a un risque d'erreur qui est très faible, voire inexistant. Donc l'idée aujourd'hui, c'est déjà se concentrer sur contractuellement donner... aujourd'hui, c'est ce sur quoi on travaille aussi beaucoup. Alors, je pense que ça va un petit peu en parallèle. L'idée du contrat, c'est que comme vous avez une responsabilité qui pèse sur le laboratoire, s'il y a une pénurie, c'est le laboratoire qui sera sanctionné. Lui, il a besoin d'avoir dans des contrats, le titulaire de l'AMM, il va avoir dans des contrats besoin de responsabiliser en fait toute sa chaîne pour dire c'est moi qui vais être sanctionné, mais j'ai besoin de vous responsabiliser quelque part par le contrat. Et donc ça, ils l'ont. Parce que pour l'instant, ça se fait pas. Pour l'instant, c'est comment? Pour l'instant, en fait, ce dont on se rend compte, c'est la sanction est sur le titulaire, 100%. C'est ça. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est par exemple que vous avez des contrats qui n'ont pas prévu des obligations spécifiques pour les MITM. C'est-à-dire que le laboratoire va se fournir en différents produits et il n'a pas des exigences plus fortes pour les MITM que pour ces autres produits. Je pense qu'à l'avenir, on devrait avoir, enfin, c'est ce que nous on préconise, c'est de différencier en fait les exigences. Je n'ai pas la même exigence quand mon fournisseur me fabrique un produit qui est un MITM que s'il me fabrique un produit qui ne l'est pas. J'ai pas tout à fait les mêmes exigences. Donc ça, je dois travailler là-dessus. Je dois travailler, ça c'est un sujet qui nous occupe beaucoup, c'est comment est-ce que je m'assure que lorsque j'ai une exigence qui m'est imposée par mon client, grossiste, hôpital, exigence en termes de volume, exigence en termes de délai, comment je m'assure que cette exigence, je suis à même de la reporter sur mon fournisseur, sur mon fabricant. Si je ne suis pas à même de la reporter, je risque d'avoir des difficultés. Pareil pour les pénalités. Je n'ai pas fourni dans les temps, j'ai une pénalité. Je dois m'assurer que je la reporte bien. C'est ce qu'on appelle les clauses back-to-back. Et typiquement, là, nous, on travaille avec un laboratoire où on a mis en place un groupe de travail où on va avoir à la fois les gens qui s'occupent de la distribution et ceux qui s'occupent de la supply, qui vont travailler ensemble sur les contrats. On va questionner quels sont nos engagements vis-à-vis de nos clients. Est-ce que quand on prend un engagement vis-à-vis de notre client, on a bien le corollaire vis-à-vis de notre fournisseur ou celui-ci a pris le même engagement vis-à-vis de nous. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Donc les engagements, ça va être des engagements de volume, de délai de livraison, de comment est-ce que je gère quand j'ai un pic de commande, est-ce que j'ai bien des mécanismes en place pour répondre à cette hausse, comment est-ce que je qualifie mon obligation. Est-ce que, alors je vais employer un terme assez juridique, mais est-ce que mon obligation, c'est une obligation de moyens ou de résultats? Une obligation de moyens, mon partenaire met les meilleurs moyens, met ses moyens raisonnables en place pour l'atteindre. Une obligation de résultat, il est obligé d'atteindre le résultat. Et s'il ne l'atteint pas, sanction automatique. Donc là, par exemple, sur les MITM, on va avoir des vraies questions là-dessus. On va peut-être changer la nature de l'obligation. Ça devient une obligation de résultat. Parce que si je n'atteins pas le résultat, d'ailleurs, moi, j'ai des sanctions. Donc tout ça, c'est les clauses sur lesquelles on travaille, les clauses de pénalité évidemment, et puis ce qu'on a évoqué avant, c'est toutes les clauses d'information. On a besoin d'avoir une communication assez efficace entre les acteurs sur le niveau de stock, les stocks tampons, les prévisions de commandes, toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler, c'est des obligations qu'on peut mettre en place dans les contrats, et qui font ensuite... C'est des obligations contractuelles qui derrière doivent se traduire par des process, mais qui sont importantes et sur lesquelles on travaille. Mais du coup, tout ça, que ce soit mettre des stocks tampons ou mettre en place des solutions technologiques, ça a un coût. Comment ils réagissent? Comment vous voyez que ça peut se mettre en place en fait? Qu'est-ce qui paraît réaliste? Ce qui est certain, c'est que pour en avoir discuté avec certains de nos clients,
Ces coûts-là, ils sont importants. En plus, ça veut dire qu'on est le premier à arriver sur le marché avec une solution innovante qu'on va imposer à notre fabricant, qu'on va imposer à nos distributeurs. Donc, ça peut être compliqué quand on est tout seul de développer son propre standard, ses propres exigences, qui vont peut-être au-delà de ce que prévoit la loi d'ailleurs, et de l'imposer au marché. Donc là, il y a une question qui se pose aujourd'hui, qui est de savoir, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir plutôt une réflexion au niveau des pouvoirs publics, le cas échéant en concertation avec des organisations professionnelles comme le LEM, comme le GEM ou d'autres, sur les outils qui permettraient finalement d'avoir une meilleure traçabilité, une meilleure visibilité sur les stocks. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, vous avez une obligation pour le laboratoire de disposer d'un stock de 4 mois. Mais par exemple, vous ne prenez pas en considération ces produits qui sont chez le grossiste, parce que ce n'est pas son stock au laboratoire, ni les produits qui sont en pharmacie. Et donc, le fait d'avoir des outils qui permettent de mieux identifier clairement où sont les produits, on pourrait se dire, est-ce que l'exigence d'avoir 4 mois de stock, je la fais peser uniquement sur le laboratoire, ou je ne pourrais pas me dire, quelque part, je peux la partager avec aussi le grossiste. Donc, c'est-à-dire que pour le laboratoire, l'exigence devient un peu moins forte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 4 mois de stock chez lui, chez le grossiste, dans la pharmacie. Donc ça pourrait en plus conduire à ce type de réflexion qui semble pas inintéressante, qui permettrait de baisser la pression sur les laboratoires et de la répartir entre les différents acteurs. Sans pour autant... Et qui paraît plus logique aussi. Ça paraîtrait plus logique et on garderait l'objectif qui est de s'assurer que le produit, in fine, est bien disponible chez le patient. C'est ça l'objectif. Ouais, on veut que la granularité pour que ça soit réaliste. On veut que le patient ait le produit à disposition. Est-ce que pour ça, il faut pas les 4 mois de stock. Voilà. Pourquoi est-ce que pour arriver là, on doit avoir 4 mois de stock chez le laboratoire, ou est-ce qu'on doit s'assurer que toutes les pharmacies ont bien les produits quand il faut? Donc tout ça fait qu'on peut. C'est des outils qui permettraient sans doute un peu d'alléger aussi les exigences, parce qu'on a une exigence que personnellement je trouve assez forte et assez contraignante de la part des pouvoirs publics sur les laboratoires. Et peut-être que cette exigence est très forte parce qu'on n'a pas des outils pour avoir plus de granularité, plus, tu vois. Donc, si on regarde la vision à moyen terme de ce secteur, on se dit, OK, il y aura peut-être une concentration parce que tous ne voudront pas ou ne réussiront pas à faire des MITM. On aura peut-être une spécialisation, du coup. C'est possible. Ça, j'avoue que c'est difficile à anticiper. Mais je sais qu'on a aujourd'hui des laboratoires qui sont spécialisés et qui ne font que des MITM, par exemple. Donc, on peut penser que c'est des acteurs qui ont mis en place derrière tous les process pour s'assurer qu'ils vont bien respecter leurs obligations légales. Est-ce que on peut se dire aussi que c'est des choses qui vont avoir des impacts sur les négociations de prix ? Alors, on n'a pas de ligne directrice qui nous dirait cela précisément, mais ce qu'on peut penser, c'est qu'un laboratoire qui expose l'ensemble des outils qu'il a mis à disposition, des frais qu'il a engagés pour s'assurer d'avoir un produit disponible, il est dans une position a priori plus favorable lorsqu'il est en négociation avec le CEPS sur le prix de son médicament. Ok. Et est-ce que ça nous garantit moins de rupture de stock ? Je pense que l'ensemble des acteurs ne sont pas dupes. Des ruptures de stock, on en aura toujours. Le risque zéro, il n'existe pas. On a une demande au niveau mondial qui augmente. On n'a pas forcément les capacités qui vont avec. Donc le risque sera toujours là. Je pense que l'idée, c'est de l'anticiper, c'est de mieux le cadrer, c'est de le limiter, ce risque. C'est ça l'objectif. Moi, ce que je note de manière assez intéressante quand même, c'est que pour avoir une discussion avec un laboratoire il y a quelques semaines, ils nous ont dit, suite aux sanctions qui ont été prononcées par la France, en fait, on a revu notre réflexion sur l'allocation de nos stocks. Et donc, en fait, on a décidé d'avoir une attention particulière sur la France. Ok, donc ça va être positif. Donc, quelque part, c'est assez positif. Ça veut dire que l'action française a amené, en tout cas ce laboratoire, à avoir une attention particulière sur la disponibilité de ces produits pour le patient français. Ok. Donc oui, il y a quand même des effets. Nous, ce qu'on a pu observer, là récemment, c'est plutôt des laboratoires qui se questionnent sur leur stratégie de distribution. Et par exemple, pour être en mesure de répondre aux exigences de stock minimum, qui s'interrogent sur leur politique de contingentement ou sur une reprise en direct de la distribution pour limiter, même s'ils ont une obligation de fournir les grossistes, il y a une obligation légale de fournir les grossistes, d'être vraiment très attentifs sur les niveaux d'approvisionnement des grossistes pour s'assurer de garder un maximum de stock et de livrer en direct un maximum de patients. Sur la question du coût de ces outils qui permettent d'améliorer en fait la gestion des stocks, il y a une solution qui pourrait être d'impliquer les pouvoirs publics pour travailler sur ce standard. Alternativement, il y a une autre solution qui pourrait être envisagée, à l'image de ce qui est fait, par exemple, et sur lequel nous, on a la chance de travailler, qui est un consortium qui réunit un certain nombre de laboratoires et qui travaille sur la définition de normes pour évaluer l'empreinte environnementale du médicament, de sa fabrication à sa distribution,
Et ça, c'est une initiative qui a été prise par des laboratoires, parce qu'individuellement, ils avaient essayé de travailler sur cette solution, mais que c'était coûteux, que c'était compliqué. Et donc, ils ont décidé finalement de s'associer dans ce cadre-là. Ça pourrait être aussi une solution envisagée. Ok. Pas public-privé, mais privé-privé. Privé-privé, de dire, est-ce que ce standard, on le définit à plusieurs laboratoires ensemble, on mutualise les coûts, on teste ensemble. Et puis ensuite, alors après, c'est toutes les questions, c'est là-dessus qu'on intervient sur les questions de droit de la concurrence, sur la collaboration entre des concurrents, la mise à disposition ensuite du standard auprès du marché, parce que s'il y a un standard qui se développe, il faut que tout le monde puisse y avoir accès, etc. Donc ça pose un certain nombre de questions. Mais en tout cas, c'est une initiative, là, nous, sur laquelle on participe, qui pourrait, à mon sens, pourquoi pas être reproduite aussi sur cette partie-là, sur la question de la gestion des stocks. Merci beaucoup, François, pour ces éclairages sur un sujet chaud. Je pense qu'on a des responsables d'affaires réglementaires, des juristes, des responsables de la logistique qui vont être contents d'avoir eu ce sujet traité. C'est un sujet très, très transversal et effectivement qui intéresse dans l'entreprise beaucoup de monde et très d'actualité, oui. Ouais. Si ces laboratoires ont des questions à vous poser, où est-ce que vous voulez les rediriger ? Alors, ils peuvent nous retrouver sur le site internet de BCTG, BCTG Avocat. Moi, je suis aussi joignable sur mon LinkedIn, François Daubat. Ok. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Nathalie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce nouvel épisode de PharmaMinds Insight. Ce format est tout nouveau, alors je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Partagez-moi vos retours en commentaire ou par message. Ils sont précieux. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant sur votre application préférée pour être sûr de ne pas manquer les prochaines sorties. À très vite.